Donc, rebonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule qui porte sur le cycle du carbone. Donc, on commence à l'instant avec l'importance du carbone. Le carbone, c'est la charpente des molécules organiques qui est essentielle aux organismes. Depuis le début du cours, on vous parle vraiment de molécules organiques, à quel point c'est important, que ce soit pour la respiration cellulaire ou n'importe quel autre besoin métabolique des organismes. Ben, le carbone, c'est la charpente de ces molécules organiques-là. Si on se souvient bien, pour qu'une molécule soit considérée comme organique, il faut qu'elle ait au moins un atome de carbone et qu'elle soit plus grosse que le CO2. Ce qui veut dire que notre carbone, c'est un peu comme notre bloc de construction, c'est notre Lego. C'est à partir de ça qu'on va aller former plusieurs autres molécules organiques. Donc, par exemple, si on prend cette molécule-là, ben ici, vous voyez qu'il y a du carbone, mais à tous les coins qui sont encerclés en rouge, la molécule contient aussi un atome de carbone. Donc, il y a beaucoup plus de carbone qu'on le pense des fois dans une simple molécule, même de la façon qu'elle est représentée. Ici, on aurait pu croire qu'il y avait seulement un atome de carbone, mais ce n'est pas le cas. Il y en a à chaque coin. Donc, c'est vraiment la charpente. Et le carbone va être utilisé pour plusieurs molécules, même va être utilisé dans l'ADN. Okay? Donc, si on regarde l'ADN, ici, vous avez la base azotée à droite, vous avez le sucre et le groupement phosphate. Bien, vous voyez que le sucre, il y a un carbone ici, mais toutes les pointes où ce n'est pas indiqué, il y a aussi un carbone qui est là, un atome de carbone, et même dans notre base azotée, on a du carbone, comme vous pouvez voir ici. Donc, le carbone est super important pour former toutes les molécules organiques, pour former votre ADN, donc très, très important dans l'écosystème. Et là, on peut se demander comment il réussit le carbone à rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc, je vous donne peut-être 2 secondes pour réfléchir. On en a parlé souvent dans les dernières semaines, c'est grâce à la photosynthèse. Okay? C'est aussi simple que ça. Donc, si je vous remets l'équation ici, bien, vous avez nos organismes photosynthétiques qui vont prendre le carbone atmosphérique, donc sous forme de CO2, avec de l'eau, qui vont former une molécule organique, donc le glucose et de l'oxygène. Ce glucose-là va être consommé par nos herbivores, qui vont ensuite le dégrader pour former d'autres molécules, plus complexes, moins complexes, pour former l'ADN, par exemple. Et même nos carnivores vont consommer les herbivores qui, eux aussi, ont ces molécules-là, ces atomes-là de carbone, pardon, et vont l'utiliser pour leur biomasse, pour leur réaction métabolique, peu importe. Donc, c'est vraiment par la photosynthèse que les producteurs prennent le carbone présent dans l'atmosphère et forment des molécules organiques qui vont être utiles à l'ensemble de la chaîne alimentaire par la suite. Donc, les réservoirs de carbone, ça ressemble à quoi? Je vous ai mis une image ici. Il n'y a aucun chiffre qui est à retenir, vraiment pas important. Je veux juste un peu plus identifier le processus ou visualiser plus clairement les processus et les réservoirs qu'on peut retrouver à la surface de la Terre. Donc, un réservoir important, bien sûr, c'est l'atmosphère. On parle souvent de méthane ou de CO2 présent dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est assez évident. On retrouve du carbone aussi dans le sol et chez les organismes. Je viens d'en parler. Alors, on a tous du carbone à l'intérieur de nous pour faire notre biomasse, pour faire nos réactions métaboliques, nos réactions biochimiques. Donc, les organismes possèdent eux aussi, les organismes sont des réservoirs de carbone importants. Et quand ils vont mourir, il y a certains de ces organismes-là qui vont se fossiliser et être transformés en combustible fossile. Ça prend des centaines, voire des milliers d'années à faire. Le problème, c'est que nous, ensuite, on extrait ces combustibles fossiles-là qui ont pris des milliers d'années à être faits et on va les brûler en l'espace de quelques heures, quelques jours et on les ramène dans l'atmosphère. Donc, c'est un processus très long pour la rapidité avec laquelle nous autres, on le ramène dans l'atmosphère, mais ça, on y revient plus tard dans le reste de la capsule. L'océan, c'est aussi un important réservoir, que ce soit à cause du phytoplancton qui va prendre le carbone présent dans l'eau pour faire la photosynthèse. Il y a des organismes aussi qui vont utiliser le carbone et quand ils vont sédimenter, vont aller amener le carbone au fond. C'est par le processus qui s'appelle la pompe biologique. On va la revoir un peu plus en détail tantôt, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est important pour les besoins du cours, mais je trouve ça assez intéressant. C'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent, auquel on n'a pas vraiment pensé. Et ces organismes-là, quand ils vont sédimenter vers le fond, bien, les sédiments vont se compacter les uns sur les autres et après des années, ça va former des roches sédimentaires. Et comme vous pouvez voir, les roches sédimentaires, c'est le réservoir le plus important de carbone à l'échelle de la Terre. Donc, les roches sédimentaires, c'est un réservoir de carbone très, très important. Donc, tous les organismes vont stocker du carbone dans leur biomasse, je l'ai déjà mentionné plus tôt, et tous les organismes vont aussi en renvoyer sous sa forme originale de CO2. Okay? Tous les organismes, même les plantes. Les plantes aussi font de la respiration. Les plantes vont émettre du CO2. La différence, c'est que les plantes vont en stocker davantage dans leur biomasse qu'ils vont en produire. Donc, ce n'est pas
c'est pas des flux de carbone, c'est pas des sources d'émissions de carbone, c'est vraiment des réservoirs parce qu'ils en acquièrent plus dans leur biomasse qu'ils vont en renvoyer dans leur vie. Mais tous les organismes font de la respiration puis vont renvoyer du CO2 dans l'atmosphère, même les plantes. Donc, à la page 7 de votre cahier d'exercice, vous avez ce schéma-là. Je vais peut-être envoyer ma tête de l'autre bord. Ouh! Donc, je vous conseille de faire pause. Prenez le temps de le faire. Ce n'est pas compliqué. C'est d'essayer de placer les différents numéros aux différents processus du cycle du carbone. Puis moi, je le corrige avec vous après. Donc, faites pause. Revenez me voir quand c'est fini. Moi, je prends une petite gorgée d'eau et on commence ça. Donc, j'imagine que si vous avez continué et que vous m'avez regardé boire de l'eau, c'est parce que c'est terminé. Donc, on commence à l'instant pour la correction. Donc, ça a commencé avec la combustion. La combustion, c'est le chiffre 7. Okay? Donc, les usines, les voitures vont prendre les combustibles fossiles, le pétrole ou des usines à charbon aussi, et vont vraiment faire la combustion de ces combustibles fossiles-là et ramener le carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. La consommation, il y avait plusieurs flèches. Il y avait la flèche numéro 8, 13, 16 et 17. Ça aussi, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, nos consommateurs, par exemple, nos herbivores qui vont consommer nos producteurs, bien, il va y avoir un transfert de carbone des producteurs vers les consommateurs. Ces consommateurs-là, quand ils vont mourir, il va y avoir de la matière organique morte qui va être utilisée par nos décomposeurs. Donc, encore une fois, de la consommation ici. Ça, c'est en milieu terrestre. Mais on a la même chose en milieu aquatique. Okay? Donc, nos producteurs, au lieu d'être nos arbres, par exemple, c'est nos phytoplanctons qui vont être consommés par des poissons, qui, quand les deux vont mourir, vont produire de la matière organique morte qui va être utilisée par les décomposeurs. Donc, ça, c'était nos flèches pour la consommation. La décomposition, ben, c'est la flèche 3 et 9, donc ce qui part de nos décomposeurs en milieu terrestre, c'est ce qui part des décomposeurs et ce qui est ramené dans l'atmosphère directement. En milieu aquatique, c'est ramené dans l'eau. Et ensuite, l'échange de carbone entre l'eau et l'atmosphère, ça va se faire par un autre processus de sortie de solution, là, celui à la fin qu'on va revoir. Donc, pour ce qui est de la décomposition, c'était les flèches 3 et 9. On voulait ensuite savoir la dissolution. Dissolution, c'est la flèche 2. Donc, c'est simplement le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, qui va être dissous dans l'eau et qui va se retrouver maintenant dans l'eau, qui va être pouvoir utilisé par nos producteurs, dont nos phytoplanctons, nos algues de glace. Donc, ça, c'est le processus de dissolution. Pour ce qui est de l'extraction, c'était le numéro 21. Donc, on prend nos combustibles fossiles, on les extrait et ensuite, on les brûle pour les renvoyer dans l'atmosphère. Donc, comme j'ai dit tantôt, produire les combustibles fossiles, c'est très, très long. De la matière organique morte là, à devenir des combustibles fossiles, c'est super long. L'extraire, ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Le brûler, quelques heures, quelques jours au maximum. Donc, un processus qui est très long pour la rapidité avec laquelle on le ramène dans l'atmosphère. Ensuite, on avait la fossilisation, donc la flèche 19 et 20 que je viens de mentionner, donc notre matière organique morte qui va être fossilisée, qui va se retrouver sous forme de combustible fossile. Ensuite, on avait la photosynthèse, les flèches 4 et 11. Ça, c'est assez simple. On voit que nos producteurs prennent le carbone présent dans l'atmosphère pour faire la photosynthèse directement. Pour ce qui est du milieu aquatique, ben, nos producteurs, qui est le phytoplancton, vont prendre le carbone qui est dans l'eau et non le carbone directement dans l'atmosphère. Donc, il faut qu'il y ait eu des échanges entre l'atmosphère et l'eau de dissolution et sortie de dissolution du carbone pour que les producteurs aquatiques comme notre phytoplancton puissent utiliser le carbone pour la photosynthèse. La production de déchets organiques, donc par la mort ou par l'excrétion, c'est les flèches 14, 15, 18 et 22. Donc, que ce soit nos producteurs ou nos consommateurs, peu importe le milieu, vont produire de la matière organique morte, que ce soit lors de leur mort ou par excrétion, qui va être utilisée par nos décomposeurs. Il y aurait pu aussi peut-être avoir une flèche des décomposeurs à la matière organique morte aussi, parce que les décomposeurs meurent à leur tour et vont être utilisés par d'autres décomposeurs. Donc, il aurait pu avoir une autre flèche là, mais elle n'était pas indiquée sur le schéma, donc c'est pas très grave. Ensuite, la respiration cellulaire. À ce stade-ci de la session, j'espère que vous avez compris que pas mal tous les organismes vivants font de la respiration cellulaire. Donc, on avait les flèches 3, 5, 6, 9, 10 et 12. Donc, nos producteurs, consommateurs et décomposeurs qui font de la respiration cellulaire et qui ramènent le carbone sous sa forme originale de CO2 dans l'atmosphère ou dans l'eau dans le milieu aquatique. Et la sortie de solution,
c'est la flèche numéro 1. Donc, c'est tout simplement la sortie du carbone présent en milieu aqueux dans l'atmosphère. Ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas de nom exact, comme c'est pas de la dissolution comme la flèche 2, c'est juste la sortie de solution. Donc, en tout cas, à se souvenir, là, la dissolution et la sortie de dissolution, c'est le processus qui permet de passer le carbone entre l'eau et l'atmosphère. Donc, c'est déjà tout pour ce schéma-là. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous me poserez des questions lors de la séance en présence. Je vais ramener ma petite tête ici. Maintenant, on va parler des perturbations du cycle du carbone. Qu'est-ce qui perturbe notre cycle? Donc, comme on sait, l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est souvent lié au réchauffement climatique ou au changement climatique. Là, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on dit réchauffement climatique ou changement climatique? Il n'y a pas de bonne réponse. Okay? C'est un petit peu un petit piège. Les deux se disent réchauffement climatique comme changement climatique. Moi, personnellement, je préfère les changements climatiques et je vais vous expliquer pourquoi à l'instant. Donc, si on regarde ici l'évolution de la température de l'hémisphère nord en 1880 et 2012, ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, il semble y avoir une augmentation. En fait, il ne semble pas, il y a clairement une augmentation de la température dans l'hémisphère nord avec le temps. Okay? Le problème, c'est que cette évolution-là, cette augmentation-là, ce n'est pas une ligne directe. Okay? Ce n'est pas juste une ligne droite. Ça se fait vraiment en dents de scie. Donc, on a des augmentations ici, des diminutions. Donc, on a quelques années où il va faire plus chaud, quelques années où il va faire plus froid. Et à la longue, en moyenne, ça augmente. Le problème, c'est pendant ces périodes basses, ces périodes plus froides que les années d'avant, quand on appelle ça réchauffement climatique, là, on ouvre la porte à nos climato-sceptiques. Okay? À un point où on a ici un sénateur américain qui est rentré dans le Sénat avec une boule de neige pour dire que si le réchauffement climatique existe, pourquoi il y a de la neige dehors? Donc, on écoute ça, on lui dit bravo champion, super technique scientifique, un beau protocole que tu nous as monté là, vraiment une rigueur scientifique hors pair. Mais c'est ça, en parlant de réchauffement climatique, dans les années où il va faire un petit peu plus froid que les années précédentes, ben là, nos climato-sceptiques ont un peu un argument de dire ouais, mais si vraiment le réchauffement climatique existait, pourquoi il fait plus froid aujourd'hui qu'il faisait il y a un an? Donc, c'est pour ça que moi, je préfère parler de changement climatique. Comme ça, dans ces années-là un peu plus froides, ben, on est quand même à long terme sur une base des changements climatiques. On peut voir une augmentation à long terme. Ce n'est pas nécessairement année après année, ce n'est pas juste du réchauffement. Je ne sais pas si c'était très clair, mais moi, je préfère dire changement climatique, mais encore une fois, vous pouvez utiliser les deux. D'autres perturbations, en fait, pourquoi les gaz à effet de serre sont associés avec une hausse des températures? J'imagine que vous avez déjà vu ces schémas-là au secondaire ou même peut-être plus tôt dans votre parcours au cégep, mais je vais vous le rappeler ici. Dans le fond, les gaz à effet de serre sont super utiles, en fait, sont nécessaires à la vie sur Terre. Okay? Si ce n'était pas des gaz à effet de serre, il n'y aurait pas de vie, il ferait trop froid à la surface de la Terre pour qu'il y ait de la vie. Donc, on ne veut pas enlever complètement les gaz à effet de serre, on veut juste diminuer leur augmentation. Parce que le Soleil, quand il envoie ses rayons à la surface de la Terre, il y a une partie qui est réfléchie, il y a une partie qui est réfléchie à la surface de la Terre, mais il y a aussi une partie qui est absorbée par la Terre, qui est absorbée par le sol, qui est absorbée par la végétation, et qui va ensuite être réémise sous forme de rayons infrarouges cette fois-ci. Et là, à cause des gaz à effet de serre, il y a une partie des rayons infrarouges qui sont bloqués et qui sont réémis à la surface de la Terre. Donc, ce qui nous permet d'avoir cette température ambiante-là propice à la vie sur Terre. Si ce n'était pas de ça, il ferait trop froid, il n'y aurait pas assez, la température ne serait pas optimale et on ne pourrait pas survivre. Le problème, bien sûr, c'est que si on augmente nos gaz à effet de serre en trop grande concentration, là, il y a beaucoup moins de rayons infrarouges qui vont être capables de passer et beaucoup plus de rayons infrarouges qui vont revenir, qui vont être redirigés à la surface de la Terre. Et c'est pour ça qu'on voit des augmentations de température avec le temps. Ensuite, une autre perturbation possible, c'est la fonte des pergélisols. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pergélisols. C'est des sols qui sont gelés en permanence, donc aux latitudes très élevées. Dans le nord, par exemple, en Arctique, le sol est gelé et ce sol-là possède des poches de méthane. Okay? Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. On parle souvent du CO2 comme gaz à effet de serre, mais le méthane, c'est très, très puissant. Et quand on fait fondre le pergélisol, ce qui se passe, c'est qu'il y a du relargage de méthane dans l'environnement. Et ça implique des augmentations de température parce que c'est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant. Et je viens de vous montrer qu'est-ce qui arrive si on augmente les gaz à effet de serre. Il y a plus de rayons infrarouges qui sont réémis à la surface de la Terre. Donc, on rentre ici dans une boucle de rétroaction positive.
Okay? Parce que si je fais fondre mon pergélisol, je relâche du méthane, j'augmente ma température. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec mon pergélisol? Bien, il continue à fondre encore plus, il y a encore plus de relargage. Et là, on rentre un peu dans une espèce de boucle sans fin, donc une boucle de rétroaction positive. Donc ça, c'est un des gros problèmes de l'augmentation des températures à la surface de la Terre. Un autre problème, c'est la fonte des glaces. Ça, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, ce qui est un autre exemple de boucle de rétroaction positive. Okay? Pourquoi? Bien, la glace puis la neige, c'est blanc. Ça, je pense que je ne vous apprends rien ici, mais le fait que ce soit blanc, ça permet de réfléchir les rayons de soleil très facilement. Okay? Et il y a un indice qu'on appelle l'albédo, vraiment pas à retenir pour les besoins du cours. L'albédo, c'est l'indice de réflexibilité, on va dire, de la lumière. J'ai peut-être inventé un mot, mais c'est ça. C'est l'indice à laquelle la lumière est réfléchie par une surface. Tiens, c'est plus beau comme ça. Donc, ça passe entre 1 et 0. Encore une fois, pas important. Juste pour vous dire que la neige et la glace ont un albédo d'environ 0,9 et quelque chose de plus noir, plus foncé va avoir un albédo plus proche de 0,1, 0,2. Donc, en faisant fondre la glace avec les températures qui augmentent à la surface de la Terre, bien, on expose la surface de la Terre, ou par exemple, que si c'est en Arctique, c'est la Terre, sinon dans les océans, si on fait fondre la glace, bien là, on expose l'océan à la lumière, il va absorber davantage les rayons de soleil plutôt que les réfléchir parce que l'océan est plus foncé que la glace qui se retrouve sur le dessus. Donc, on rentre encore une fois dans une espèce de boucle de rétroaction positive où plus on fait fondre la glace, mais plus on expose le sol en dessous ou l'océan, peu importe la glace et où, donc plus c'est foncé, ce qui veut dire que ça absorbe davantage les rayons de soleil, ce qui augmente les températures, et ainsi de suite. Donc, on est dans une boucle de rétroaction positive. Qu'est-ce que ça fait, cette fonte des glaces-là? C'est quoi l'impact que ça a sur l'environnement? Bien, ça a un impact sur la biodiversité. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des ours polaires, comment leur situation est un peu critique en ce moment en Arctique. La raison, c'est à cause de la fonte des glaces. Pourquoi? C'est pas parce que les ours polaires veulent marcher sur la glace, puis en faisant fondre, bien, ils se retrouvent coincés sur leur bloc comme notre petit ours ici. C'est vraiment dû à leur alimentation. Dans le fond, d'habitude, quand la glace est formée, les phoques, qui est une proie très importante de l'ours polaire, doivent aller respirer pendant qu'ils sont dans l'eau. Et pour aller respirer, bien, ils doivent trouver des trous dans la glace qui sont des trous de respiration. Puis les ours polaires, ben, ils ne sont pas niaiseux. Ils se sont dit, plutôt que chasser un peu partout, moi, je vais attendre à côté des trous de respiration. Puis quand un phoque va sortir, je vais le prendre, puis je vais le manger. Le problème, c'est que si tu fais fondre la glace, ben là, vous voyez à quel point il y a de l'eau libre un peu partout. Il n'y a plus ces trous de respiration-là, ce qui veut dire que le phoque peut aller respirer n'importe où, ce qui fait en sorte que ça devient très dur pour l'ours polaire de chasser ses proies. Donc, c'est vraiment ça le problème. Ça, c'est juste un impact sur l'ours polaire, mais il y a des impacts sur la biodiversité sur plusieurs espèces, en fait, pas juste sur l'ours polaire. Un autre problème, c'est sur la pompe biologique du carbone. Comme je vous ai dit, la pompe biologique n'est pas à savoir pour le cours, c'est juste que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on aborde très peu dans les cours. Je trouvais ça assez pertinent de vous en parler. Donc, comme on se souvient, on a du carbone atmosphérique sous forme de CO2 qui va être dissous dans l'océan. Ce carbone dissous-là peut être utilisé soit par nos phytoplanctons pour faire de la photosynthèse, ou il y a des organismes qui vont utiliser les carbonates, donc des composés faits à base de carbone, pour faire leur squelette ou leur coquille, par exemple. Et ces organismes-là, que ce soit ceux qui utilisent le carbonate pour leur squelette ou que ce soit nos organismes photosynthétiques, bien, quand ils vont mourir, ils vont sédimenter vers les fonds marins, ce qui va séquestrer une partie du carbone parce que les sédiments vont s'empiler les uns sur les autres et après des années et des années vont former la roche sédimentaire qui, on se souvient, est un réservoir très très important de carbone. Le problème, c'est que si on augmente les températures atmosphériques, ben, le carbone est beaucoup moins dissous dans l'eau. Okay? Plus l'eau est froide, mieux les gaz vont se dissoudre dedans. Si vous pensez par exemple à une boisson gazeuse, si vous pensez à boire votre boisson gazeuse, pourquoi souvent on la préfère froide que température pièce ou chaude? Ben, c'est parce que quand c'est froid, les gaz sont mieux dissous, donc votre boisson gazeuse est plus pétillante. Ce qui veut dire que si on augmente les températures à la surface de la Terre, ben, il y aura moins de dissolution de carbone dans l'eau, ce qui veut dire que ça a un impact non seulement sur la photosynthèse de nos phytoplanctons, mais aussi sur ceux qui vont utiliser le carbone pour faire leur squelette, et donc ça a un impact sur la séquestration du carbone à long terme. Donc, c'est déjà tout pour le cycle du carbone. J'espère que ça a bien été. On se revoit pour le cycle de l'azote. À bientôt!